Vous êtes enseignante à l'Université de Paris-Sud Orsay, enseignant-chercheur. Jusque-là, tout va bien. Cette année, d'ailleurs, vous donnez des cours à l'école normale. Oui, oui. C'est ça, hein, vous êtes à Normale Supérieure, Normale Sup, dont vous êtes issue d'ailleurs. Vous êtes une normalienne. Tout à fait. J'ai été à l'école normale supérieure entre 94 et 98. Bien. Et là, ça commence à devenir plus difficile. Médaille d'argent du CNRS. Vous me direz pourquoi tout à l'heure. Le prix Salem en 2010 pour vos travaux en mathématiques dans le domaine de l'analyse harmonique. Oui, Vous me dites oui. si je me trompe, hein, stop, si ça ne va pas, vous appuyez sur le buzzer. Prix Jacques Herbrand de l'Académie des sciences en 2011. Prix Henri Poincaré en 2012 pour vos travaux en physique mathématique. C'est ça. C'est toujours juste. Et vous êtes ancienne vice-présidente de la Société mathématique de France de 2010 à 2012, Tout à fait. qui est l'une des 3 sociétés savantes de maths en France. C'est ça, oui. Ouf, avec tout ça, bravo, on peut, s'il vous plaît. J'ajoute, puisque nous sommes à Orléans, que vous êtes orléanaise. Vous Oui, y habitez encore à Orléans ou pas? Non, Non, vous j'habite habitez Paris. près de mon lieu de travail, j'habite à Bure-sur-Yvette. D'accord. Mais oui, j'ai fait toute ma scolarité jusqu'au bac à Orléans-la-Source, plus précisément. D'accord, donc pour ceux qui savent, c'est au lycée Potier que vous avez fait. Non, vous êtes au lycée Voltaire. raté. Bon, bah voilà, il fallait bien que je me trompe quelque part quand même. Lycée Voltaire, très bien. Vous êtes marié, vous avez 2 enfants. Voilà. Et donc c'est là qu'on vous attend, maman, mère de famille, enseignant-chercheur, et on va se poser la question de savoir comment vous arrivez à tout concilier, à faire de la recherche, donc on l'a vu, à très haut niveau, avec une certaine réussite, et puis en même temps arriver à gérer une vie de famille, ce qui n'est quand même pas chose simple. J'ajouterai et je terminerai en disant que l'équation Schrödinger, qui donne le comportement des électrons dans l'atome, c'est votre sujet de travail privilégié, enfin pas en ce moment puisque vous enseignez à Normal, mais d'une façon générale. J'ai commencé à travailler sur ce sujet il y a une petite dizaine d'années, et c'est ça qui m'a occupé. C'est-à-dire que vous en avez encore pour 10 ans, ou vous en aurez jusqu'à votre mort, ou comment ça se passe? Je pense que j'aime bien quand même toucher à des choses assez variées. Je pense que là, je suis en train petit à petit de m'éloigner un peu de ce sujet. Parce que le comportement des électrons dans l'atome, il me semblait qu'on savait quand même déjà pas mal de choses sur le sujet. Donc vous cherchez quoi? Ça vous fait rire au premier rang. On va en parler tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on cherche quand on travaille sur peut-être je vais juste rappeler, même si dans ce public tout le monde probablement sait ce que c'est que l'équation de Schrödinger, mais c'est donc une équation qui a été inventée par Erwin Schrödinger en 1925. À cette époque-là, c'était déjà clair qu'on ne pouvait plus décrire les électrons comme des particules qui tournent autour du noyau des atomes comme des planètes, mais qu'il fallait trouver des nouvelles lois de la physique pour décrire ce qui se passait dans l'atome. Et Schrödinger a proposé une équation qui décrit les électrons comme étant non pas des particules, mais des ondes. Et cette équation tente de décrire la manière dont ces ondes se propagent. Alors au départ, il a testé son équation sur un atome très simple, l'atome d'hydrogène, et ça marchait très bien. Mais pour des systèmes plus compliqués, pour les gros atomes en particulier, on ne sait pas résoudre cette équation de manière explicite. Et en fait, on ne sait même pas forcément dire de manière très précise la manière dont ces ondes vont se localiser dans l'espace. Et ça a été le sujet de nombreux travaux de physique, mais aussi de mathématiques. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est justement... Alors, en fait, quand je dis que je travaille sur l'équation de Schrödinger, je suis quand même une mathématicienne. Donc, pour moi, pour les mathématiciens, en fait, l'équation de Schrödinger, elle appartient à une famille d'équations plus vaste, qui sont les équations d'ondes. C'est-à-dire que pour un mathématicien, finalement, l'onde d'un électron, une onde sismique ou une onde acoustique, c'est à peu près la même chose. C'est une équation. Toutes les équations décrivant ces ondes se ressemblent. Et finalement, les mathématiciens ont tendance à oublier un petit peu l'origine physique du problème pour essayer de démontrer des théorèmes sur l'équation elle-même. Moi, ce que j'ai essayé de faire, donc quand on a une onde qui se propage dans une géométrie compliquée, par exemple, on peut penser à un très gros atome, ou on peut aussi penser à une onde acoustique qui se propage dans un amphithéâtre ayant une géométrie compliquée, on ne sait pas vraiment décrire la manière dont elle va se propager, parce qu'il va y avoir des interférences compliquées qui vont se produire. On ne sait pas les mettre, on ne sait pas les décrire avec des théorèmes très précis. Et moi
mon idée, puisque dans ma thèse, j'avais étudié les systèmes dynamiques et la théorie du chaos. Ça a été d'essayer d'utiliser les concepts de la théorie du chaos pour décrire la manière dont les ondes se propagent dans une géométrie compliquée. Alors, je vais vous arrêter parce que je sens que je pourrais vous laisser, on va faire autre chose, on va boire un verre à la mairie, on revient, vous seriez toujours aussi passionné. Je voudrais vous poser une question pour recentrer sur notre débat des femmes et de la science aujourd'hui. À quoi ressemble une journée de Nalini quand elle, entre le matin et le soir? Il s'est passé quoi? Entre les bouts de choux, la maison, le labo, les étudiants? Au début, en début de journée, on s'occupe des petits, effectivement. Ouais. On les amène à l'école ou chez l'assistante maternelle. Et après, on a l'esprit plus libre pour commencer à faire des mathématiques. Alors les mathématiques ont ceci de particulier qu'une grande partie du travail se fait avec du papier et un stylo, ou même sans rien. Donc on peut travailler... Avant d'avoir des enfants, j'aimais bien rester travailler à la maison. Maintenant, il y a un petit peu trop de jouets partout, donc j'ai tendance à aller plutôt au labo travailler. Je suis à mon bureau, tantôt je réfléchis avec mon papier et mon stylo, tantôt je vais à la bibliothèque consulter la bibliographie liée au sujet. J'ai de temps en temps des cours à donner. Je peux aller assister à des séminaires ou moi-même donner des exposés. Donc, mais c'est quand même... En particulier, moi, je ne fais pas du tout de sciences expérimentales. C'est vraiment un travail purement théorique. Et ça laisse une très grande souplesse d'organisation, puisque je peux décider de m'arrêter de travailler, de m'interrompre, par exemple, entre 16h et 19h ou 16h et 20h. Hormis vos cours, finalement, qui arrivent à horaire particulier. Si on veut comparer avec les chercheurs dans les sciences expérimentales, je pense que c'est une organisation plus souple. Ce qui est bien parce que ça permet de gérer plus facilement la vie de famille, mais évidemment il y a aussi l'écueil qu'on peut avoir tendance à... Et les statistiques montrent que les mathématiciennes, une fois qu'elles ont des enfants, passent beaucoup moins d'heures sur leurs recherches. Mais ce qui finalement peut paraître assez logique. C'est grave en soi, ou est-ce que simplement, je veux dire par là, est-ce que simplement ça retarde le temps d'expérimentation et de l'échéance à laquelle vous allez peut-être trouver quelque chose, ou est-ce que véritablement c'est dommageable pour votre carrière de scientifique? En ce qui me concerne, j'ai eu mes enfants tard, donc j'ai eu mes enfants alors que j'étais déjà professeure d'université, et j'ai l'impression en ce moment de vraiment décider moi-même la manière dont j'équilibre ma vie. J'entends quand même des collègues qui ont eu des enfants plus jeunes dire qu'elles ont vraiment l'impression que ça retarde leurs travaux et donc leur carrière, et elles aimeraient avoir un peu plus de compréhension de la part des collègues masculins et un peu plus de... Alors justement, Parce qu'il faut dire aussi qu'en mathématiques, on est vraiment très peu de femmes. Enfin, c'est de l'ordre en mathématiques pures, c'est de l'ordre de 10%. Donc c'est, comme je disais un petit peu plus tôt dans la journée, dans une journée typique, je rencontre quasiment aucune femme. Donc on a du mal quand on est dans un moment où on ressent ce genre de frustration, on a du mal à trouver des interlocuteurs. Alors justement, cet environnement que vous décrivez, il est très masculin. Est-ce que ça vous gêne? Quel effet est-ce que ça peut avoir sur la relation que vous avez aux autres scientifiques et notamment aux autres mathématiciens? Ça changerait quoi d'avoir plus de femmes? Jusqu'à récemment, je ne me suis pas posé beaucoup de questions sur le sujet, parce que j'avais toujours, depuis la classe prépa, j'avais toujours été dans un environnement quasiment exclusivement masculin, et j'avais un peu probablement accepté ça comme quelque chose de normal. Et je dirais quand même que l'ambiance au travail est plutôt sympa. Enfin, je me plains pas. Mais je pense quand même que... C'est pas un monde de camionneurs non plus. Non. Donc ça reste un monde assez soft, de laboratoire. Voilà, je pense quand même que les collègues font assez attention. Mais petit à contre les camionneurs. Petit à petit, je me rends quand même compte que quand on parle de science, on parle tout à fait le même langage. Quand on discute de science avec des collègues masculins, on n'est pas toujours forcément sur la même longueur d'onde. Enfin, j'ai réalisé seulement récemment que, par exemple, quand je m'exprime et que je dis « je crois que », pour moi, ça veut dire «
je suis quasiment sûre, mais je n'ai pas encore rédigé complètement la démonstration. Oui. Alors qu'en face de moi, je peux avoir un collègue masculin qui va me dire « je suis sûr que ». Et pour lui, ça veut dire « j'ai eu cette idée il y a 5 minutes, mais elle me… » Tac, ça y est, c'est parti. Et c'est des choses dont on ne se rend pas compte. Enfin, vraiment, j'ai réalisé ça seulement récemment. Et depuis que je m'en suis rendu compte, j'essaye de faire attention à essayer de m'affirmer un petit peu plus face à ce genre de collègues. Ah, c'est ça. Donc, votre comportement vis-à-vis des autres change. Qu'est-ce qui a fait cette prise de conscience dont vous parlez un instant? Le fait que vous êtes dit, tiens, finalement, je suis une femme dans un monde qui est plutôt masculin, il y a des choses, il y a une perception qui est différente. Il y a eu un élément déclencheur, il y a eu une discussion avec un confrère, il y a eu un... c'est dû à quoi? Vous mettez une date, quelque chose sur cet instant? C'est dû à l'expérience, je pense. Ouais. Je commence à faire maintenant. Commencer à mieux connaître ces drôles de zozos que sont les hommes. Je commence à un petit peu mieux voir comment les gens s'expriment. Voilà, alors, est-ce que pour autant, du coup, vous avez une attitude, n'y voyez pas de mal dans ce que je dis, mais entre guillemets, une attitude plus féministe, revendicatrice Jusqu'à présent, je ne me suis pas énormément investie dans la cause des femmes, le soutien des femmes scientifiques. Je suis très partante pour des actions en faveur dans les lycées, parce que je pense que c'est vraiment auprès des jeunes qu'il faut essayer de cibler les actions. Et puis... mais finalement, est-ce que c'est grave qu'il y ait si peu de femmes? J'entends, quelle serait le nouvel équilibre? Je reposerai la question à la table ronde. Quel serait le nouvel équilibre? Qu'est-ce que vous trouveriez de différent ou qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui dans ce déséquilibre que vous constatez? Moi, je pense quand même comme l'a constaté Christophe Léger tout à l'heure, il y a même, je pense, un petit peu plus de bachelières que de bacheliers. Les filles jusqu'au lycée réussissent plutôt mieux que les garçons. Et puis après, elles se détournent d'études qui mènent à des bons métiers. Et il y a un gâchis derrière ça. Moi, c'est surtout... il y a un manque d'information. Je pense que ça prouve qu'il y a un manque d'information des jeunes filles. Et ça veut dire que les jeunes filles... on ne donne pas les mêmes chances aux jeunes filles et aux jeunes hommes. Après, pour la science... On ne leur donne pas les mêmes chances ou elles ne veulent pas prendre ces mêmes chances? Je pense qu'il y a pour beaucoup un manque d'information, un manque de soutien et d'encouragement, en particulier de la part des parents. Je pense que beaucoup auraient juste besoin d'un petit encouragement. J'ai souvent eu des étudiantes très brillantes qui me disaient j'aime beaucoup les mathématiques, j'adorerais faire de la recherche en mathématiques, mais je ne me sens pas assez sûre de moi. Et je sentais qu'en fait, la seule chose qui leur manquait, c'est qu'un professeur ou que quelqu'un leur dise « mais si, tu te débrouilles parfaitement bien et tu peux continuer dans ce domaine ». Est-ce que le fait d'avoir une femme prof, vous sentez que ça change un peu les choses? Elles sont plus proches de vous, du coup, et vous les mettez plus facilement en confiance qu'un homme ne le ferait? Il faut faire... Non, il faut faire... Il ne suffit pas d'être une femme prof, il faut, je pense, faire l'effort. Oui, il faut être convaincu en plus et avoir envie de faire l'effort. Mais j'imagine que comme beaucoup d'autres, peut-être que vous en parlez d'ailleurs avec d'autres confrères, consoeurs, pardon, vous voyez, lapsus révélateur. Vous en parlez avec d'autres consoeurs, vous essayez de vous dire, tiens, il faudrait qu'on ait un discours qui soit plus bienveillant justement pour les étudiantes. Vous savez, j'ai très peu de consoeurs. Hein. On est deux femmes professeurs d'université en mathématiques, donc on n'a pas... Bon, donc la lutte, c'est pas encore pour demain. C'est déjà ça, un des problèmes, c'est que finalement, pour rencontrer une femme mathématicienne, il faut déjà faire un effort. Bon, cet effort, vous l'avez fait. Mais en ce qui concerne le rôle, je pense qu'il y a aussi quand même, je le redis, l'environnement familial est vraiment important. Moi, comme j'ai grandi dans une famille de mathématiciens, je ne me suis jamais trop posé de questions, mais j'ai été vraiment frappée quand j'étais au lycée. Une fois, j'avais accueilli une amie à la maison et elle m'a dit « mais tu te rends compte, ta mère a un bureau dans la maison, alors que ton père n'en a pas ». Et elle m'a dit, tu te rends compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que rien que la manière dont ta maison est organisée,
Ça t'encourage, toi, à faire des sciences. Et elle m'a dit que ses parents avaient toujours encouragé son frère et pas elle à faire des sciences. Donc je trouve vraiment que les parents ont un rôle très important à jouer. Il vous semble, cela dit, qu'il y a une progression, ça va dans le bon sens ou pas? Écoutez, quand on regarde les chiffres, ils ne sont pas très encourageants. Enfin, le nombre de mathématiciennes, la proportion de mathématiciennes n'augmente pas du tout depuis 20 ans. Bon, je crois que c'est un petit peu mieux dans les autres sciences, mais je pense qu'il y a encore un effort énorme. Il y a encore du boulot. Oui. Bon, vous allez militer un jour ou pas? Pas envie? Si, peut-être? Si, je pense que petit à petit, je vais essayer de me libérer du temps pour faire ça. Bon, mesdames, présidentes et présidentes honoraires d'associations de femmes scientifiques qu'on va voir à l'instant, vous avez ici une cliente toute trouvée. On dit la mathématique ou les mathématiques? En général, on dit les mathématiques. Mais c'est bien la mathématique? Non? Non, je crois qu'à Orsay, il y a eu une époque où c'était la mode de dire la mathématique, mais... Alors voilà, question de mode, voilà, une mode qui passe. Mais moi, j'ai toujours quand même entendu Tentative parler de des féminisation, mathématiques. c'est raté, ça n'a pas marché. Ah bah, les mathématiques, c'est au féminin, de toute façon. Ben voilà. Donc il faudrait quand même en profiter. Bien. Nalini, merci. Est-ce que je vous garde pour la table ronde? Vous acceptez de rester? Oui, je veux bien rester. Eh ben, je vais peut-être me mettre dans un plan. Bon, mais restez là, vous êtes très bien. Vous serez au milieu des gens que je vais accueillir maintenant pour la partie, pour une autre partie. Alors, on va parler d'une façon beaucoup plus générale, mais avec des gens qui sont peut-être des femmes qui sont peut-être plus militantes, justement. Je vais vous demander d'accueillir Anne-Marie Joly. Anne-Marie Joly. Anne-Marie, prenez place, prenez un micro. Anne-Marie qui est professeure émérite à Polytech Orléans et ancienne directrice de Polytech. Quand je disais de Christophe Léger tout à l'heure qu'il y avait ici même sa prédécesseur, c'était de vous dont je parlais. Merci d'être avec nous. Et quand je parle de femmes militantes, vous en êtes une puisque vous représentez l'association Femmes ingénieurs en région Centre. C'est bien ça? Totalement. Est-ce que vous représentez quelque chose, quelle autre association Non? Celle-là vous prend déjà pas mal de temps? Non, mais pour cette table ronde, je représente Femmes ingénieurs, mais je suis aussi présidente d'ingénieurs et scientifiques du Loiret, qui est l'émanation locale du Conseil national des ingénieurs et scientifiques français. Voilà. Anne-Marie Joly. Je vais vous demander d'applaudir et d'accueillir également Claudine Hermann. Alors, Claudine Hermann, c'est pareil. Alors là, prenez place, accrochez-vous. Claudine Hermann est professeure honoraire de physique à l'école polytechnique. Absolument. Vous me disiez tout à l'heure, ça veut dire que je suis à la retraite. Pardon? Vous me disiez tout à l'heure, ça veut dire que je suis à la retraite. Absolument. Enfin, Voilà. Je suis à la retraite de l'école polytechnique. De l'école polytechnique. Bon, il y a un certain nombre de gens dans la salle qui m'ont connu quand j'étais dans ces fonctions-là. Mais depuis fin 2005, je m'occupe de mes maintenant 7 petits-enfants et de mes activités associatives à l'association Femmes et Sciences. J'ai mis des documents au bord de l'estrade et puis que j'ai emporté dans le train. Donc alors il y en a quelques-unes, vous monde. vous êtes brisé le dos avec cette documentation. Vous êtes prié de l'utiliser, de la lire, de l'emporter. Je pense que Claudine ne la remportera pas. Et ce n'est pas la seule association dans laquelle je suis, parce que je suis dans une association européenne dont les membres sont des associations nationales qui s'appelle la Plateforme européenne des femmes scientifiques, dont Femmes et Sciences et Femmes ingénieurs sont membres. Parfait, merci d'être avec nous. Vous êtes aussi, je n'ai pas précisé, vous êtes aussi la première femme enseignante avec le poste... Professeur, pardon, avec le poste le plus gradé de l'école polytechnique. Oui, ça s'est arrivé en 92, et quand je vous ai entendu parler tout à l'heure, eh bien, en fait, je me suis revue à ces âges comme vous êtes maintenant, et puis moi j'ai engagé mon parcours militante au moment où je suis devenue professeure à 47 ans, et pas à 30 quelque chose comme vous, hein, à l'école polytechnique. Et c'est à ce moment-là, ayant atteint un poste où on ne pouvait plus rien me reprocher, et voulant pas rester toute seule dans cette situation-là, que je me suis demandé pourquoi il n'y avait pas plus de monde autour de moi. Vous allez nous parler de votre militantisme. Merci. Je vais demander à Nicole Mosconi de venir également. Nicole Mosconi.
J'ai lu sur l'invitation que vous êtes professeur émérite en sciences de l'éducation à Paris 10 Nanterre, professeur E, avec un E, bien entendu, et vous êtes spécialisé dans la mixité dans le système scolaire. Pourquoi cette spécialisation? D'où vous vient-elle? C'est aussi une forme de militantisme ou c'était un point une volonté de recherche sur un aspect particulier de l'enseignement? C'était les deux, en général. Les deux? Me voilà au gradé. Et ça date d'il y a longtemps? Cette volonté justement de décliner J'ai eu une carrière typique pour une femme, c'est-à-dire que j'ai commencé par être professeure d'enseignement secondaire de philo. De philo? De philo, oui. D'accord. Et puis après oui, un certain nombre d'années, j'ai repris des études en sciences de l'éducation et j'ai fait une thèse, alors j'étais en philo, mais j'ai fait une thèse en sciences de l'éducation finalement, sur la mixité parce que j'étais dans un lycée dit pilote à l'époque, mixte depuis plus longtemps que d'autres lycées français. Et cette question-là était à ce moment-là était un peu remuée, mais pas tellement. Et je m'y suis intéressée parce qu'il y a eu dans l'établissement une expérience en EPS, où il n'y avait pas de mixité à ce moment-là. C'était la seule discipline où il n'y avait pas de mixité. En EPS? Donc, oui. En sport, oui, éducation physique et sportive. Oui, j'étais pas sûr d'avoir bien... D'accord, oui. EPS. Donc oui, et j'ai suivi cette expérience et je me suis aperçue que finalement la mixité posait plus de problèmes que je n'avais pensé en tant que moi enseignante dans un lycée mixte. Voilà. Eh bien, vous nous direz jusqu'où vous êtes allé, ce que vous en avez tiré comme conclusion, et je vais vous demander d'accueillir Emmanuel Vasnex. Il fallait bien un homme dans cette table ronde tout de même. Emmanuel Vasnex. Alors, il n'est ni scientifique, ni une femme, pardon. Mais... Emmanuel Vasnex, bonsoir. Je suis un peu scientifique quand même. Pardon? Je suis un peu scientifique. Aussi. Vous êtes un peu scientifique? Un peu. Quelle est votre formation? Je vous connais comme chef d'entreprise. Agro. Agro. Ah, tout de même, d'accord. Donc, chef d'entreprise, pour les gens qui ne sont pas orléanais, Emmanuel Vasnex est un local de l'Étape. Il dirige une petite entreprise d'agroalimentaire qui emploie à peu près 1000 personnes sur 4 sites. C'est ça, oui. Mais pas que en région centre d'ailleurs, parce que le siège est à Saint-Denis-de-l'Hôtel, à quelques encablures d'ici. Mais vous avez aussi plusieurs sites de production. Donc on a 4 sites en France. On en a un en Alsace, 2 en région centre, dans le Loiret et l'Indre, et puis un dans le Choletais, et puis aussi un site en Espagne qui fabrique des jus de fruits. Alors cette entreprise s'appelle la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel, et quand je dis laiterie, j'insiste. À l'origine, l'entreprise effectivement collectait du lait. Aujourd'hui, elle fabrique, elle conditionne des produits à base de lait, mais qui ne représentent plus que 30% de vos produits finaux. Oui, même pas à peu près 20%. C'est vrai qu'avoir une laiterie à Orléans alors qu'il n'y a plus de vaches, c'est pas très pratique. Donc il a fallu qu'on fasse autre chose. Et là, la technique et la science nous a un peu effectivement aidés. Et aujourd'hui, on fait à la fois donc on est le premier producteur de jus de fruits en France, par exemple. Alors vous ne connaissez pas directement sur des marques, mais on fabrique pour des marques distributeurs et des grandes marques comme Tropicana, Coca-Cola, etc. Et puis on fait également des soft drinks, très critiqués pour les problématiques d'obésité en ce moment. Et des produits élaborés où on travaille le soja, l'avoine, la noisette, l'amande, etc. Ce qu'on appelle les no-milk et la nouvelle alimentation avec protéines végétales. Alors, je vais commencer avec vous, tiens, justement. Parlons de femmes et de sciences. Dans une entreprise comme la vôtre, la recherche et le développement, la R&D, comme on dit, c'est au cœur de la... C'est en tout cas la promesse d'un chiffre d'affaires en croissance et l'obligation d'être en concurrence, en bonne concurrence avec les autres. Ça représente combien de personnes chez vous, la recherche? Est-ce que vous avez un laboratoire? Comment ça s'organise? Alors, oui, la recherche représente 35 personnes au niveau de l'entreprise, plus des collaborations avec certains laboratoires ou certaines écoles qui sont d'ailleurs en intensification assez forte. Donc c'est effectivement un vecteur extrêmement important pour l'avenir. Donc un des piliers de ce que l'on a. On est une entreprise
qui recherche effectivement la performance donc, en termes de productivité. Donc c'est un de nos piliers, être productif dans ce monde qui effectivement se complexifie et dépasse largement nos frontières. Le deuxième pilier, c'est l'innovation. Qui est effectivement de trouver à la fois, alors j'ai toujours, quand je parle d'innovation, je parle toujours de posture d'innovation, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement les produits, les emballages, c'est aussi les façons de faire, les façons d'intégrer les nouvelles personnes, les nouveaux modes de travail, etc. Et puis le troisième pilier, c'est effectivement le lien et la responsabilité, enfin ce qu'on appelle beaucoup, il y a un mot un peu qui est employé un peu à toutes les sauces, qui est le développement durable. Moi, je préfère parler de développement responsable, c'est-à-dire que le lien qu'on va créer en fait avec à la fois toute la diversité qu'on peut avoir dans les entreprises et je pense qu'on parlera des problématiques hommes-femmes, mais il n'y a pas que des problématiques hommes-femmes, il y a des problématiques de race, de couleur, qu'on a à vivre aujourd'hui sur des métiers qui sont sur un spectre extrêmement important. Et je crois que alors, je suis toujours très surpris quand, d'abord, on m'appelle beaucoup quand il y a des conférences à faire sur la relation avec les femmes et l'entreprise, comment elles sont intégrées, etc. Et je suis toujours un peu effaré alors, de voir qu'on se pose encore ces questions-là aujourd'hui, mais force est de constater que si on se les pose, c'est qu'elles existent. Et donc, moi, je crois que sur ces angles-là, il y a beaucoup de choses effectivement à dire. Moi, ce que je recherche, c'est avant tout la compétence et la performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne cherche pas un homme, une femme, je cherche quelque chose qui va répondre à un moment à des besoins qu'a l'entreprise aujourd'hui, mais aussi à des besoins que l'on peut avoir demain. Il y a des tas de métiers qu'on a dans les entreprises, et on a des métiers qui sont durs physiquement, on a des métiers qui demandent des travails de nuit, des travails de week-end, dans lesquels l'équilibre familial n'est pas forcément respecté. On a aussi des organisations, et je citais tout à l'heure les problématiques qu'on peut avoir, par exemple, au niveau des crèches. Aujourd'hui, ouvrir une crèche à 5 h du matin, quand vous avez des collaborateurs qui commencent à 5 h du matin, c'est impossible en France. Donc, et pourtant, moi, j'ai des collaboratrices qui commencent à 4h45 parce qu'il faut être au travail. Donc, ça veut dire qu'on coupe, en fait, par les organisations qu'on peut mettre en place, un certain nombre de choses qui pourraient permettre de rendre la vie plus simple, l'organisation de la vie de famille, de la vie de couple, etc., de façon beaucoup plus importante. Alors, et je finirai là-dessus. Dernier point, c'est la relation avec, effectivement, le monde de la science. Alors, moi, quand je suis venu, dans notre entreprise, je peux parler du site de Saint-Denis-de-l'Hôtel, on a 45% de femmes. On n'est pas tout à fait à la parité, mais on s'en apparente. On a à peu près 30% de notre comité de direction qui est féminin. Et on a également, sur la partie innovation R&D, aujourd'hui, c'est plus de 70% des personnes qui sont effectivement féminines. Mais vous êtes vigilant à ça ou c'est un fait du hasard ? Je ne dirais pas qu'on est vigilant. Alors je dirais d'abord, j'ai ma petite sœur qui travaille avec moi et qui est aux ressources humaines, donc elle est très vigilante par contre. Donc ça aide. Mais je pense qu'il y a une réelle posture, c'est-à-dire que le dirigeant aujourd'hui doit, si vous êtes quelqu'un qui dit je vais embaucher que des hommes, vous aurez du mal à faire changer effectivement les mentalités. Par contre, si à un moment vous n'êtes plus dans un raisonnement homme-femme et dans un raisonnement de compétences et de qu'est-ce que finalement vous recherchez dans le poste, dans l'organisation, dans ce que vous montez, je pense que vous passez outre ce tabou-là et que vous avancez de façon beaucoup plus efficace par rapport à ça. Claudine Hermann, je vous ai vu opiner du chef tout à l'heure quand Emmanuel Vasnex parlait justement de cet équilibre dans l'entreprise. Vous êtes présidente d'honneur et vice-présidente et membre fondatrice de l'association Femmes et Sciences. Quand vous entendez un discours comme celui-ci dans une entreprise d'agroalimentaire qui a une grande part de recherche et développement, 35 personnes, c'est important, qu'est-ce que ça vous évoque ? Est-ce que vous dites finalement, on est sur la bonne voie ? On va dans le bon sens. Tout ce qui va dans le bon sens, bien sûr, il faut le reconnaître et applaudir des deux mains. Moi, je participe plutôt au monde académique, au monde privé, mais enfin, j'ai quand même un peu suivi ce qui se fait. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont compris que d'avoir des hommes et des femmes ensemble, c'était plus riche que d'avoir tout le monde qui se ressemble. Il y a même dans les entreprises multinationales quelque chose qu'on appelle le business case, c'est-à-dire en français pas très correct, comment avoir des femmes dans les équipes, ça fait gagner plus d'argent, c'est ça que ça veut dire. Donc il y a un certain nombre d'arguments de type éthique et puis de type économique qui font que des entreprises, mais pas toutes les entreprises au jour d'aujourd'hui, malheureusement, enfin ça vient petit à petit, ont compris que d'avoir des équipes mixtes, c'est mieux. Alors après, effectivement, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, une fois qu'on l'a dit, il faut aussi assurer des conditions qui permettent aux femmes de pouvoir s'intégrer de manière vivable, enfin convenable, dans ces entreprises. En particulier, vous avez soulevé le problème des crèches
qui est très difficile, mais il y a aussi le problème des réunions à point d'heure qui se terminent à 1 heure où on devrait aller chercher les enfants à l'école. Donc, si on veut avoir des femmes, il faut aussi assurer des conditions pour qu'elles soient bien dans ce monde du travail-là. Et je pense que dans le privé, il y a plus d'efforts que dans le public en ce moment sur ce genre de sujet. Anne-Marie Joly, vous aussi vous opiniez du chef, je vois que vous êtes d'accord. Prenez les micros, il y a un micro par personne. Oui, parce qu'en fait, je fais partie en ce moment de quelque chose qui s'appelle le laboratoire de l'égalité, donc où on est avec des RH et des chefs d'entreprise. Depuis 1 an, on réfléchit sur les stéréotypes et toutes ces problématiques d'une meilleure condition de vie pour les femmes en entreprise. D'ailleurs, on va faire une conférence donc, au Salon de l'Éducation donc le vendredi 22 sur les résultats de tout ça. Et je trouve qu'il y a un réel effort, alors que, bon, par ailleurs, j'ai un autre... je suis effectivement assez engagée à Voyelles localement, etc. Mais je suis au Comégal, au Comité sur l'égalité des chances, qui est au ministère. Et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et là, bon, c'est beaucoup plus difficile. Je sens que on est censé avancer sur la problématique des jurys de nomination des enseignants-chercheurs. C'est toute une affaire. On a du mal, au niveau de la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur, à obtenir ce qui avait été réellement promis. On a écrit une charte qui a été signée donc, l'année dernière en janvier. On se demande ce qu'elle est vraiment appliquée. Et honnêtement, je pense qu'il y a des efforts à faire dans ces domaines. En fait, dans le secteur public, il y a quand même un moteur qui est normal, qui est le profit, l'argent. Et une fois que l'idée que d'avoir davantage de femmes, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour le système, les gens adoptent réellement des attitudes plus constructives, alors que dans le système public, il n'y aura pas plus de publications s'il y a une personne nommée de plus dans le comité de recrutement, ça ne fera pas gagner plus d'argent à l'État. Donc il faut convaincre les collègues qui sont déjà dans les places et à qui on va demander de se pousser gentiment, ce qui ne va pas leur plaire tout de suite. Et il n'y a pas d'argument économique massu pour leur dire, si vous ne le faites pas, le système s'écroule. Mais Emmanuel Vasnex, c'est bien d'avoir des femmes dans une équipe, c'est bon pour l'économie. Qu'est-ce que ça change? Oui, ça se voit pas, je veux dire, vous les mettez pas sous cloche. Non, mais je pense que c'est la diversité qui est intéressante. Je crois qu'elle est valable pas que sur les problématiques hommes-femmes, comme je le disais tout à l'heure. Il y a aujourd'hui une espèce, dans certaines entreprises, une espèce aussi de chasse aux personnes qui ont plus de 50 ans. Alors si en plus c'est des femmes de plus de 50 ans, c'est très compliqué. Non, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut toujours, et on part en fait finalement... moi, c'est mon raisonnement de chef d'entreprise. On part de la vision des valeurs qu'on a dans l'entreprise, du sens qu'on veut donner à l'entreprise, et ensuite on va inscrire les moyens qu'il y a par rapport à tout ça, et de trouver partout les meilleures compétences et comment on les fait évoluer. Après, quand on a envie de garder quelqu'un parce qu'il est compétent, vous savez, on trouve toujours les moyens de le garder et d'adapter son temps de travail. Moi, j'ai des gens qui travaillent en télétravail parce que certains sont localisés, donc les époux sont localisés à Marseille ou des choses comme ça. Et bien, on trouve des compromis parce que effectivement la compétence est là à ce moment-là. Et je pense que beaucoup de choses aujourd'hui, on est d'abord sur des vieux clichés. On est aussi, et ça je voulais quand même le dire parce que je suis dans un monde qui est très scientifique, moi je suis frustré d'une chose importante et qui est là encore, pas un débat homme-femme. J'ai plus ce qu'on appelle aujourd'hui une ETI qui est assez prisée, enfin tout du moins en théorie, parce que dans l'application c'est un petit peu différent par les mesures qu'on peut voir. C'est une entreprise de taille intermédiaire. Une entreprise de taille intermédiaire. On rencontre beaucoup d'écoles, on fait venir les gens, on passe beaucoup de temps, moi personnellement, à expliquer notre métier. J'ai pratiquement jamais de demande de stage dans nos entreprises de la part du monde scientifique, que ce soit hommes, femmes, etc. Donc, et là, je parle plutôt d'écoles supérieures, alors qu'on a des vrais sujets de fond à traiter, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tout ça, c'est un ensemble dans lequel il y a effectivement des tabous à faire tomber, des clichés qu'il faut aujourd'hui enlever, et il faut que tout le monde fasse des efforts. Et nous, les chefs d'entreprise, on n'est pas exempts des efforts à faire, mais je pense que on parlait tout à l'heure de vision et de valeur, il y a un moment, il faut dire, voilà, est-ce qu'on considère que la diversité est quelque chose d'important en France, dans nos entreprises? Est-ce qu'on considère que toute richesse doit être captée pour derrière pouvoir créer du développement et de la croissance? Et à partir de ce moment-là, ça va tout de suite beaucoup mieux. Je le comprends. Nicole Mosconi, vous avez publié, je crois que c'est en 98 si mes fiches sont exactes, Femmes et savoir, division socio-sexuée des savoirs. C'est 95, mais enfin... 95. Femmes et savoir. Pourquoi ce titre qui laisse à penser que les femmes n'auraient pas le même savoir, ou en tout cas la même approche, ou les mêmes compétences
tant dans l'enseignement, parce que ça, vous avez beaucoup écrit sur l'enseignement et le sexe, vous avez beaucoup écrit aussi, enfin, vous avez travaillé sur le monde de l'entreprise. Pourquoi ce titre? Non, là, j'avoue que je n'ai pas beaucoup travaillé sur le monde de l'entreprise, hein, je reconnais. Hein. Mais j'ai fait ce titre parce que, d'abord, j'étais dans une équipe qui travaillait sur le concept en sciences et éducation de rapport au savoir. Et ce qui m'intéressait dans cette affaire, c'était non pas du tout de montrer que les femmes n'apprenaient pas de la même façon que les hommes ou je ne sais quoi comme ça, parce que je ne suis pas du tout essentialiste. Il n'y a pas une nature des femmes et une nature des hommes différents. Hein. Ce n'est pas du tout ça mon objectif. Au contraire, la notion de rapport au savoir, c'était pour dire que dans notre société, il y avait des rapports sociaux de sexe qui étaient des rapports en général plutôt de pouvoir du groupe des hommes sur le groupe des femmes, même si après ça se négocie différemment au niveau des relations personnelles, interpersonnelles, et que ces rapports-là déterminaient beaucoup d'éléments dans la manière dont les femmes pouvaient s'approprier certains savoirs ou pas, qu'il y a eu très très longtemps des interdits autour de certains savoirs pour les femmes. Hein. Les femmes étaient faites pour, entre guillemets, hein, les savoirs pratiques et pas les savoirs théoriques, par exemple. Ça a duré très longtemps, pendant Quand tout vous le dites 19e des interdits, c'est vraiment qu'il y avait des filières qui leur étaient... Alors, bon, il y avait simplement que les femmes n'avaient pas accès, par exemple, au lycée. Hein. Pendant tout le 19e siècle, les femmes ne pouvaient pas accéder au lycée. Après, quand elles ont eu accès à la fin du 19e siècle, ce n'étaient pas les mêmes programmes que le lycée de garçons. Et en particulier pour les sciences, là c'était merveilleux parce que c'était très peu de maths et très peu de physique. D'ailleurs on appelait ça plutôt les sciences de la nature, hein, comme ça de façon... Et surtout des éléments, hein, pas trop parce que sans ça, ça allait les empêcher d'avoir des enfants. Hein. C'était ça, ça limitait la procréation, de faire des maths et de la physique. Vous parlez de et quelle en plus époque, de là ça... De quelle époque parlez-vous? Jusqu'en 1924, oui, un micro. Jusqu'en 1924. Les programmes sont devenus les mêmes à ce moment-là. Et la possibilité, quand on était au lycée, de passer le baccalauréat, bon, c'était un peu possible avant, mais là, ça devenait vraiment le diplôme à la fin, alors qu'avant, c'était une fin d'études, un diplôme de fin d'études. On peut peut-être dire ça pour nos amis enseignants qui sont dans la salle. Donc, jusqu'en 1924, dans les lycées de filles, il y avait 2 années d'études de moins que les lycées de garçons. Oui. Donc évidemment, à la fin des études, les filles n'étaient pas armées, avec des programmes différents en plus, pour passer le baccalauréat, donc pas non plus pour aller dans les études supérieures. Bien sûr. Non, mais le problème, c'était ça. Hein. Quand on a créé l'enseignement secondaire jeunes filles à la fin du 19e siècle, le but, c'était de les empêcher d'aller à l'université. Et effectivement, à l'époque, c'était plutôt des étrangères qui allaient à l'université, c'est pour ça Marie Curie, et pas des Françaises. Hein. Bon. Alors, ça a été une longue conquête, très très difficile, et c'est ça mon idée de rapport au savoir, c'est-à-dire que nous traînons encore plus ou moins, enfin il ne faut pas exagérer, les jeunes me diront « oh là là, mais non, tout ça c'est vieux et tout ça, bon ». Mais je pense que ça joue encore, en particulier justement au niveau de tous les stéréotypes. Les maths, c'est masculin, c'est pas pour moi, les maths, la physique, etc. La biologie, d'accord, encore un peu, parce que ça, c'est la vie. Enfin, tous ces mythes qui tournent autour des disciplines, c'est ça que j'ai essayé de travailler. Mais cela dit, pardonnez-moi, mais pour qu'il y ait encore ces mythes, ces idées qui passent auprès des jeunes filles, donc, il faut bien que quelqu'un le leur passe, leur transmette. Qui le leur transmet? Pas leurs parents aujourd'hui, à cette génération? Ou je suis complètement... les parents, je pense que ça a été dit tout à l'heure, hein, ça dépend des familles. Enfin, les parents de Nalini, en l'occurrence, c'était tous les 2 mathématiciens. Oui, mais je pensais à sa copine. C'est bien ça, c'est ce que vous nous avez dit. À sa copine. Alors oui, votre copine, elle est un peu tombée du placard quand elle a compris que votre maman... Et cette même amie m'a dit, je trouve qu'elle trouvait que ce n'était pas juste, parce que quand elle avait 11 ou 12 ans en maths, ses parents lui disaient c'est bien. Quand son frère avait 14, il lui disait tu peux faire mieux. Ouais. Et elle me disait mais moi j'aimerais que mes parents me disent que je peux faire mieux. Ouais. Alors par rapport, je reprends la parole pour dire que justement chez les enseignants, il y a un mythe assez fort qui est, quels que soient les résultats d'une fille, ils peuvent être très bons, elle fait tout ce qu'elle peut. Tandis que quand un garçon a des résultats très moyens, on dit il peut faire mieux. C'est-à-dire qu'on lui attribue toujours des capacités
qu'on ne voit pas dans ces résultats et dont, après tout, on ne sait pas s'ils sont là ou pas. Quelque chose. Oui, alors, donc là, nous sommes devant une assemblée d'enseignants. Et ce qu'il faut dire... Et d'enseignantes. Et d'enseignantes, enseignantes-E-S. Et bon, moi, mon expérience de 20 ans dans le sujet, qui est plus courte que celle de Nicole, c'est que le monde enseignant, en fait, c'est le miroir de la société. C'est-à-dire c'est beaucoup de monde, et donc dans toute cette population, il y a des gens qui ont des idées encore plus avancées que les nôtres, et des gens qui ont des idées moyennes ou tout à fait différentes. Et donc, bien évidemment, chaque fois qu'on dit quelque chose de ce genre, il y a des contre-exemples qui vous viennent à l'esprit immédiatement et que vous pensez que ce n'est pas vous. Nous, on a produit un document avec nos amis de femmes ingénieurs et de femmes et mathématiques qui s'appelle Au-delà des idées reçues, qui est justement sur ces stéréotypes, c'est de la vulgarisation de travaux plus scientifiques. Et on a toujours beaucoup de précautions à présenter ça au grand public parce que c'est des faits reconnus par des scientifiques comme Nicole et comme d'autres équipes du même genre. C'est statistiquement vrai, mais évidemment, quand on parle, on va se trouver probablement devant des gens qui vont dire « c'est pas ce que je fais, ça fait longtemps que c'est plus comme ça ». Donc c'est une situation extrêmement complexe. Et évidemment, si ce n'était pas complexe, ça fait longtemps que tout serait résolu et qu'on serait passé faire autre chose, hein, je crois. Nicole Mosconi, vos recherches s'inscrivent dans le cadre du Centre de recherche en éducation et formation, le CREF, à Paris 10, dans l'équipe Savoir et rapport au savoir. Comment est-ce que vous choisissez vos sujets, et précisément de tels sujets? Qu'est-ce qui fait que vous êtes guidé à aller justement travailler sur cet équilibre homme-femme, garçon-fille, éducation quel élément déclencheur, une fois encore? Alors là, il faudrait que je raconte des tas de choses. Non, c'est trop compliqué. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est parce que cherchant un sujet de maîtrise, refaisant des études en sciences de l'éducation à Nanterre, j'ai fait ma maîtrise donc sur l'observation d'enseignement en éducation physique et sportive mixte, ce qui n'était pas à l'époque la pratique. C'était un enseignant qui avait mis en place ces expériences. Bon, et travaillant donc sur la mixité, là, je me suis rendu compte que la mixité dans l'ensemble des classes, et en particulier les élèves me disaient « Ah, c'est formidable, on a des relations avec les garçons de notre classe ». Alors, je disais « Bon sang, ils sont tout le temps ensemble en classe, et ils me racontent qu'ils n'ont pas de relation entre eux ». Bon, donc c'est ça que j'ai eu envie d'étudier au départ. Hein. Bon. Et après, effectivement, lorsque j'ai été recrutée à Nanterre, je me suis mise à regarder non plus tellement ce que les enseignants ou les élèves disaient, parce qu'au départ j'ai fait ma thèse plutôt sur les discours, mais ce qui se passait dans les classes. J'ai observé des classes. Et c'est là que je me suis rendu compte que les stéréotypes que j'avais détectés dans les discours des enseignants ou des élèves, d'ailleurs, hein, ils sont très très partagés, tout le monde, hein, se retrouvaient après, par exemple, dans les pratiques des enseignants dans les classes et les pratiques des élèves, parce que c'est vraiment très interactif, ça. Voilà. Anne-Marie Joly, vous avez constaté, vous, à l'époque où vous étiez directrice de Polytech, cette forme de distinction, une mixité vraiment en filigrane, d'apparence simplement entre vos étudiants et vos étudiantes? C'est difficile de tirer une loi. Et puis moi, je dois dire la chose suivante. Nous-mêmes, je pense, qui sommes avertis du sujet, on est tout à fait en état de se comporter aussi de travers. Et ça, je crois qu'il faut le dire. Hein, il faut le dire, parce que bon, on est formaté par notre milieu. Mais bon, pour ce qui concerne les garçons et les filles, et particulièrement le fait de passer la parole plus aux garçons ou de les mettre plus en évidence, c'est beaucoup plus subtil en école d'ingénieur. Je pense que d'abord, les choses ont évolué. Il y avait des disciplines où, quand j'étais la seule fille dans mon école d'ingénieur, et le professeur d'électrotechnique disait « surtout pas de filles, ne touchez pas au moteur ». On n'imagine plus un truc comme ça maintenant. Et c'est très bien. Bon. Alors bon, il peut y avoir des choses plus subtiles. Bon. Mais il faut quand même être vigilant parce que eh bien, nous-mêmes, on a été élevés en entendant des choses comme ça. Et on ne se rend pas compte. On va passer la parole à quelqu'un qui remue beaucoup, et puis alors qu'il y a une fille très discrète à côté qui ne va pas oser prendre la parole. Donc c'est là-dessus qu'il faut être vigilant. Mais c'est clair que beaucoup de choses se jouent dans le secondaire, à mon sens, et au collège.
Et moi, je dirais qu'à l'époque où les jeunes sont dans les écoles d'ingénieurs, les garçons et les filles, eux-mêmes, s'ils sont arrivés jusque-là, n'ont pas vu de difficultés, sinon ils ne seraient pas rentrés. Et donc, ils ne sont pas non plus eux-mêmes conscients de ces problèmes. Et la conscience vient aux filles quelques années après, quand elles commencent à avoir une famille et qu'elles voient que le monde du travail, c'est compliqué pour les femmes. Mais donc, on a même du mal à sensibiliser les étudiants et les étudiantes sur ce genre de sujet. Quand on leur propose, ça ne les intéresse pas. Et là, contre ça, vous ne pouvez rien faire. Ah, si. Si elles ne veulent pas, elles ne veulent pas. Ouais, non. C'est peut-être un peu simple. Oui, enfin, bien sûr, évidemment, on ne va pas forcer. Moi, je faisais des cours de physique statistique, je n'étais pas là pour les forcer à écouter des cours de sciences sociales concernant la place des femmes et des hommes dans la société. Ceci étant, je proposais chaque année de rencontrer des anciennes pour qu'elles fassent part de leur expérience, de leur parcours et de leurs considérations. Et une fois sur deux, les élèves ne souhaitaient pas le faire. Mais quand ça avait lieu, ils étaient passionnés. Les garçons comme les filles qui venaient. Donc, bon, voilà, on ne peut pas forcer des gens, mais il y a aussi des choses intéressantes à entendre. Bien sûr. Nicole Mosconi. Oui, je voulais rajouter par rapport à ce que disait Claudine, effectivement, j'ai eu une thèse sur les informaticiens et les informaticiennes. Et de fait, c'est à partir du moment où elles travaillent dans des entreprises de SS2I que les filles commencent à réaliser, alors que dans leurs études d'informatique, souvent, elles sont ravies de n'être qu'avec des garçons, elles ne s'entendent pas bien avec les filles, elles trouvent qu'elles font des histoires, etc. Bon. Et puis tout d'un coup, quand elles se trouvent dans l'entreprise, où elles se rendent compte là qu'elles n'ont pas les missions que l'on offre à leurs chers collègues masculins, hommes, eh bien, alors très souvent, elles remettent ça sur des traits personnels. Oui, c'est parce que je suis trop émotive, je ne suis pas assez dynamique par rapport... pour telle entreprise, il faut vraiment quelqu'un qui est fort dans ses projets, tout ça. Au lieu de penser que là, on est sur quelque chose qui est systémique, qui est une discrimination, c'est là que c'est très important justement de faire des groupes de réflexion, parce que c'est là qu'on peut prendre conscience d'un certain nombre de discriminations qu'on peut très bien expliquer de manière très, comme autrefois, enfin avant le féminisme, les femmes pensaient que si elles étaient hystériques, je sais pas quoi, c'était leur problème personnel. Et elles se sont rendues compte que si vraiment elles étaient toutes hystériques, c'est qu'il y avait quand même sûrement un problème général. Et je crois que les associations comme Femmes et Sciences ou Femmes Ingénieurs, bien sûr, on a tout ce côté intervention en collège, en lycée, mais on a aussi ce rôle de mentorat par rapport... On a des mails qui nous arrivent de jeunes femmes en entreprise qui ne comprennent pas bien et on les accompagne. Et je crois que c'est important. Elles demandent à être accompagnées. Oui, parce qu'elles n'avaient pas pensé qu'il y avait encore des problématiques de cet ordre-là. Elles découvrent en étant donc en emploi et on les aide par une réflexion un peu plus globale. Et je pense que c'est important, on a un rôle important là-dessus. Alors pardonnez-moi, je vais poser une question très politiquement incorrecte, mais ça, il n'y a que moi qui puisse poser cette question, journaliste. Neutre, est-ce que finalement, il n'y a pas quelque part une question purement physiologique entre hommes et femmes qui voudraient que la femme soit plus en retrait, soit plus délicate, discrète, disons, et que ça se traduise de cette façon-là que vous décrivez. Ça dépend lesquels. Si vous prenez des gens comme Anne-Marie et moi, je pense que vous aurez du mal à dire qu'on est des créatures délicates et qu'on peut nous marcher sur les pieds. Je vous connais pas assez pour ça, j'ai rien dit. Non, mais est-ce que alors, Madame, vous avez fait des études, des études sociologiques là-dessus. Est-ce que justement, il n'y a pas une différence physiologique déjà au départ, qui fait que hommes et femmes sont quand même pas de la même trempe, j'allais dire? Bon, écoutez, il se trouve qu'en ce moment, j'anime un séminaire qui s'appelle Sexe et genre avec 2 collègues biologistes. Essayez de leur dire ça et vous verrez. Non, je crois vraiment que les explications biologisantes de tout ce qui pourrait être l'inégalité entre les femmes et les hommes, aujourd'hui quand même, ça ne tient plus. Bon, je vais vous donner un petit exemple mathématique. Donc en France, comme vous l'avez expliqué, il y a une minorité de femmes qui font des mathématiques dans l'enseignement supérieur, en dessous de 20%, à peu près 20%. En Italie, il y en a 60%. Ah bon? Oui.
Alors, et au Portugal aussi. Donc, il est difficile de penser que de passer les Alpes, ça change la forme du cerveau. Hein. Ou des hormones. Jusque-là, je vous suis. Mais alors... Mais bon, comment l'expliquez-vous? Pourquoi voilà, forcément, c'est la question qui suit. Parce que la façon dont on considère cette discipline n'est pas la même. En France, c'est le top du top. Et dans ces pays latins, les mathématiques sont plutôt considérées comme une discipline de service pour d'autres choses qui sont plus nobles. Donc dites donc, c'est pas très flatteur pour le genre féminin, ça, ce que vous me dites? Non, mais c'est une question de considération culturelle. C'est les mêmes mathématiques, hein, quand même. Bon. Oui, mais elles sont moins bien payées. C'est pas très satisfaisant ce que vous êtes en train de me dire. Emmanuel Vasnax, dans votre entreprise, alors vous avez une bonne forme de parité, c'est votre sœur qui gère le coup, on a compris, qui met un peu de féminisme dans cette entreprise. Est-ce qu'elle est regardante? Alors, je parle des recherches et développement. Parmi les 35 chercheurs ou scientifiques que vous avez ou affiliés, c'est quoi la proportion? C'est à peu près moitié-moitié? Non, c'est plus de 70% de femmes. 70% de femmes, pardon. Mais c'est aussi des postes sur lesquels, de façon paradoxale, on a beaucoup de mal à trouver des hommes. Ah. C'est-à-dire que, en fait. Et pourquoi ces scientifiques qui sont quoi? Ils sont plutôt physiques? Non, il y a des raisons qui ont été données. C'est des postes sur lesquels on a peut-être plus fait. On accepte peut-être plus aussi le fait que les horaires sont plus variables, qu'il y a un côté, je dirais, d'organisation personnelle qui est moins dépendante des organisations de production. Parce que c'est vrai que là, on est plutôt dans. Enfin, j'écoute attentivement et moi j'ai deux commentaires. D'abord, on est plutôt effectivement dans quelque chose, dans des parcours de gens qui ont plutôt réussi. On a aussi des parcours de gens, hommes comme femmes, qui n'ont pas toujours réussi. Hein. C'est-à-dire qu'on a des fois des gens, y compris d'ailleurs, le pire étant, alors je n'ai pas d'exemple, mais j'en ai un très concret sur quelqu'un qui a fait 8 ans d'études des arts et qui finit pilote de machine. Je peux vous dire qu'on génère une frustration, mais qui est exceptionnelle, quoi. Ces gens-là, on les a cassés, et après, à nous, chefs d'entreprise, on dit tiens, c'est bizarre, vous ne donnez pas du goût, la vie, du sens, etc. Le problème, on ne l'a pas généré quand même. Et donc ça, c'était ma première remarque. Et deuxièmement, je pense qu'effectivement, les stéréotypes et les métiers, alors il y a aussi des contraintes physiques. Hein. Il y a des métiers très durs. Sur lesquels il faut admettre que c'est pas simple de faire travailler les femmes. Alors pour sortir un peu du métier des sciences, regardez la difficulté qu'on a eu à faire conduire des camions à des femmes. Aujourd'hui, ça y est, c'est en train de rentrer dans les mœurs, et on constate que finalement, elles se débrouillent pas si mal que ça. Et que, oui, mais aussi parce qu'on a mis les moyens techniques pour que une roue de camion, ça pèse quand même 100 kilos. Oui, donc mais il fallait trouver le moyen. C'est pas elle qui va changer la roue de camion. Et comme c'est plus un camionneur masculin qui change aujourd'hui les roues de camion, non, on fait intervenir la société qui va changer avec le matériel, etc. Donc je crois que tout ça, c'est un peu des excuses qu'on se donne à certains moments. Et puis quand vous avez des charges lourdes, aujourd'hui, vous avez des moyens pour que ces charges soient portées effectivement par un certain nombre d'autres choses. Donc je crois qu'encore une fois, je parlais tout à l'heure de posture, c'est un moment de dire est-ce qu'on peut régler le problème par un certain nombre d'évolutions. Et puis ce que je voudrais dire aussi sur je crois que culturellement, les gens attendent de la vie un certain nombre de choses qui peuvent être différentes. On a vu un cursus exceptionnel, je suis très fier d'être d'ailleurs à côté. Mais il y a aussi des gens qui, à des moments, qui choisissent parce que la vie fait qu'on a envie de se marier, on a envie d'avoir des enfants, et on a un arrêt brutal dans la carrière qu'on aurait pu avoir. Et je trouve qu'il y a très peu finalement de systèmes qui permettent de relancer ces carrières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vient vous voir en disant voilà, j'ai fait ça, j'ai des enfants, mais je voudrais bien reprendre mes études, je voudrais bien devenir une scientifique, je voudrais bien accéder à des postes de recherche. Eh bien, ça, c'est pas prévu, quoi. Et on a des gens, donc derrière, c'est toujours le même schéma, on génère de la frustration, et comme on génère de la frustration, on a des gens qui sont moins contents, qui râlent sans arrêt, etc. Et donc je pense qu'il y a des choses aussi à créer sur des cursus normaux, comme on a pu en voir, mais aussi sur des cursus de vie d'entreprise et d'évolution, parce qu'il y a un moment, on n'est jamais aussi fort dans nos entreprises quand des gens évoluent dans l'entreprise en ayant une parfaite connaissance de la mécanique interne de ce qui peut se passer, du produit, des emballages, de toutes ces choses-là. Et justement, ça va dans le sens de ce que vous disiez, ça suppose une continuité dans la vie professionnelle. Or, en fait,
la femme fait des enfants, vous le dites, il y a un moment, et c'est difficilement compatible. Donc oui, il y a un moment où l'arrêt... La femme fait des enfants, mais enfin, alors j'ai ma sœur qui est DRH et qui est actionnaire de l'entreprise, son mari est professeur d'université, il a une rémunération qui est plus faible que la sienne, et c'est lui qui s'est occupé des enfants parce qu'effectivement, dans l'organisation du couple, il a pris ça en main, et puis ça se passe très très bien. Il y a ces sujets-là aussi, par exemple, le sujet de la rémunération, je pense, est un vrai sujet de fond. C'est-à-dire qu'on crée, quand vous avez une personne qui fait le même travail, il est normal qu'elle soit payée de la même façon. Il y a des lois pour ça. Il y a des lois, mais n'empêche qu'il y a encore 16% de différence. Parce que c'est le problème de l'égalité et de la justice, c'est qu'à tout moment, on se dit, ah bah oui, mais il y a quand même, ça se passe pas tout à fait pareil, et puis elle arrive à 8h30, puis l'autre est arrivé à 7h30, etc. Donc on trouve toujours un certain nombre de sujets. Donc je pense qu'il faut, effectivement, le premier rôle du dirigeant, c'est d'être garant des valeurs et d'être garant de ce qui se passe dans son entreprise en termes d'égalité. C'est le premier rôle. Si vous ne faites pas attention à ça, vous avez des discriminations de toutes sortes qui peuvent se créer, puis ensuite c'est bizarre, vous avez des gens qui partent, vous avez des gens qui ne sont pas contents, etc. Donc je pense que c'est une vraie réflexion, et nous, on doit se remettre en cause par rapport à ça, par rapport à cette évolution. Je voudrais dire quelque chose. L'exemple qui est donné est tout à fait exceptionnel. On sait que lorsque dans un couple, les enfants arrivent, la carrière de l'homme, je parle plutôt du côté cadre, etc., progresse très fortement, et la carrière de la femme régresse. C'est bien connu. C'est une loi générale. La même chose, c'est statistique. Ça ne veut pas dire que dans des couples, il ne peut pas y avoir des exceptions, mais statistiquement, c'est ça la tendance générale. Alors, Emmanuel Vasnax a dit un mot tout à l'heure, qui est le mot « envie ». Est-ce qu'il est avéré, par les études que vous avez pu mener, avéré ou pas, je ne sais pas, qu'il y a une forme d'appétence, justement, pour les sciences, plus des hommes ou des femmes? Est-ce qu'on sait si, d'une façon générale, que ce soit les mathématiques, la physique, la chimie, est-ce que les femmes sont plus attirées par une science que par une autre, ou plus les hommes que les femmes? Ou pas du tout? Ou est-ce que nos cerveaux sont parfaitement égaux devant la science et qu'il n'y a aucune raison pour que les uns aillent plus vers les sciences que les autres? On sait ça? C'est compliqué ça, parce que les appétences, qu'est-ce qui détermine les appétences? Il y a 50 000 facteurs différents pour déterminer les appétences. C'est pas une question de nature, pas du tout. Il y a des facteurs. Alors, bien sûr, il y a des stéréotypes qui pèsent et qui font qu'on croit beaucoup, mais très très fortement, chez les jeunes par exemple, qu'il y a des disciplines plutôt masculines, des disciplines plutôt féminines. Enfin, tous ces mythes-là jouent un rôle sûrement très 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 important. Alors après, vous pouvez parler d'appétence, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Les choix, entre guillemets, que font les jeunes par rapport à leur orientation sont beaucoup plus, on le sait aujourd'hui, déterminés par des interrogations sur qu'est-ce que je veux moi devenir pour avoir une identité plutôt de fille, plutôt de garçon, plutôt d'homme, plutôt de femme, beaucoup plus que les résultats scolaires, par exemple. On sait que c'est ça qui est important. Et que les mythes autour de qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que c'est qu'une femme, ce sont des mythes. Et du coup, effectivement, ça joue beaucoup, et ça détermine éventuellement ce que vous appelez des appétences, mais d'une façon justement qui n'est pas naturelle. On aurait d'autres croyances dans la société là-dessus, et les femmes iraient plutôt vers les sciences parce que c'est ça qu'on trouverait bien pour une femme. Emmanuel? Moi, j'ai deux remarques. Quand j'ai fait mes écoles d'agro, on était 90% d'hommes et 10% de femmes. Aujourd'hui, il y a la parité, voire il y a plus de femmes que d'hommes. Donc il s'est bien passé effectivement quelque chose en termes de communication, et je crois beaucoup effectivement dans ces choses-là. Et je pense que le monde de l'éducation a un rôle, alors on a parlé tout à l'heure des parents, mais je pense aussi que les enseignants ont un rôle extrêmement important pour, à un moment, faire tomber un peu des tabous et faire tomber des murs. J'étais, il y a 7-8 ans, à une réunion à Potier, pas à Voltaire, parce que mon fils faisait ses études là-bas. Et j'allais représenter et montrer l'entreprise au sens de l'industrie. J'ai eu, lors de la matinée, une personne. Et encore, elle s'était trompée. Par contre,
j'ai vu les gens, la mode, les architectes, etc., voir un monde fou, etc. Je pense qu'on a à redorer effectivement ce monde de la science qui a aujourd'hui été un peu bafoué, et puis on croit plus, on est dans un pays dans lequel on dit finalement c'est un mal nécessaire. Je crois qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus, c'est-à-dire de redire, voilà, il y a des très beaux métiers, il y a des gens extrêmement compétents qui sont dans ces métiers-là, qui ont de l'envie, de la passion, parce que se passionner pour un projet, c'est pas une histoire de rémunération, la rémunération est un prérequis, mais à la base, c'est le but qu'on a, qu'est-ce que l'on va rechercher, aller chercher l'équilibre de l'atome et tout ce qui peut se passer autour, c'est quand même une vraie vocation à la base, et ça, c'est le donner l'envie. Et on a un rôle de témoignage à faire à ce niveau-là, et les enseignants, à mon avis, ont un gros rôle aussi. Vous avez l'air tout à fait d'accord. C'est nos associations, collectivement. Alors justement, vous dites ce que nous faisons sur les terrains. Qu'est-ce que vous faites sur le terrain, vous, représentante d'association? Ça consiste en quoi? Nous répondons à la demande d'enseignants ou de chefs d'établissement de n'importe où en France, n'importe quand. Et nous faisons de Mais qui vous demandent quoi? Alors, de venir témoigner de quelque chose? De venir dans des classes, témoigner de notre métier, ou de participer à des forums des métiers, ou de participer à toutes sortes d'opérations qu'ils vont avoir créées. Et alors, c'est plus ou moins facile, puisque si c'est à côté de chez nous, ça va bien. Si c'est dans des régions de France où on n'a pas d'adhérentes, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que nous avons produit des documents qui permettent aux enseignants de se débrouiller par eux-mêmes, ou que nous répondons par téléphone en donnant quelques idées pour s'organiser avec ou sans nous. Et donc, des événements comme ça, il y en a beaucoup en France. Mais comme nous rencontrons, comme je l'ai dit, je crois déjà, mais peut-être pas ici, de l'ordre de entre 3 et 4 000 enfants, femmes et sciences, et puis femmes ingénieurs, du même ordre de grandeur, et qu'une classe d'âge, c'est 500 000 enfants, on est assez loin du compte. Et donc, on ne va pas rencontrer tous les enfants de France, c'est clair. Maintenant, ceux qu'on rencontre, on témoigne avec notre cœur, notre passion, et on ne pourra jamais savoir si c'est parce qu'ils nous ont vus qu'ils ont décidé de faire des sciences ou de ne pas en faire, parce qu'il y a tellement de facteurs qui interviennent dans leur vie que nous, on est un facteur parmi beaucoup d'autres. Oui, mais c'est quand même assez satisfaisant. Bon, ça arrive qu'on rencontre des gens qui sont venus, moi j'étais dans le Nord avant, à ces manifestations ingénieurs au féminin, ou bien qu'on a rencontré pour leur donner un conseil et qu'on retrouve après dans le métier et qu'on fait témoigner également. Donc le système se boucle. Vous avez beaucoup d'adhérentes et adhérents peut-être d'ailleurs, il n'y a pas forcément que des femmes au sein de votre adhésion. Quelques adhérents, oui. C'est pas beaucoup. Chez Femmes et Sciences, on a 180 personnes adhérentes. Combien? 180? Oui, et quelques institutions. Pas dans toutes les régions de France. On a beaucoup de monde en Île-de-France, un bon groupe en Alsace, du monde en PACA, un petit peu à Toulouse. Puis il y a des régions de France où on a quasiment personne. C'est un peu aléatoire, disons. Et ce sont généralement des représentantes qui ont quel profil, qui sont enseignantes? Alors, disons, à 70%, c'est des gens qui sont liés à la recherche publique, soit dans l'administration de la recherche, soit des chercheuses. Je parle de Femmes et Sciences, mais on a aussi quelques personnes qui travaillent dans le privé, et des publics variés, puisque en fait la seule condition pour venir nous rejoindre, c'est de partager nos objectifs. Donc on n'a pas nécessairement D'ailleurs, on a aussi des chercheuses du domaine de sciences humaines, on a 2 historiennes, on a une sociologue, enfin bon, c'est un peu... Oui, donc là, les sciences sont élargies. Voilà, au sens Mais c'est vrai large. que d'ailleurs, quand on dit sciences, on a tendance à penser aux sciences mathématiques, physique, chimie. Non. On va bien au-delà, parce que les sciences économiques ou sciences politiques existent aussi. Sont comprises aussi. Voilà. Mais femmes ingénieures... Anne-Marie Joly, pour Oui. femmes Donc, ingénieures. Alors j'imagine près... que vous en avez peut-être qui viennent du monde de l'industrie, oui, de l'entreprise. à femmes ingénieures majoritairement. Enfin, je dirais que moi, en tant qu'académique, je suis un peu une exception. Et que bon, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'on organise donc ces témoignages en collège, en lycée, mais on fait venir d'autres femmes que celles qui sont membres de Femmes ingénieures, parce que la demande, on n'y arriverait pas. Donc on a créé un réseau aussi bien de femmes qui sont dans des entreprises et qui acceptent de témoigner avec nous, parce que bon, moi j'ai 61 ans, bon, je suis passionnée par ce que je fais, par ma recherche, par tout ce que m'a permis de faire mon diplôme d'ingénieur, mais je pense que c'est beaucoup plus intéressant que j'ai une jeune femme qui témoigne avec moi, ou une élève ingénieure, ou une apprentie ingénieure. Donc en général, dans les manifestations que j'organisais autrefois dans le Nord et maintenant en région Centre, je demande à une femme ingénieure ou plusieurs femmes ingénieures et des élèves ingénieurs de m'accompagner. Mais effectivement, femme ingénieure, c'est plutôt un profil de femme en entreprise.
Alors, je voudrais qu'on mette un peu de lumière dans la salle et savoir si vous avez des questions à poser. On devrait quand même ajouter qu'on travaille la main dans la main avec femmes et mathématiques. Ce serait quand même malheureux que vous ne le fassiez pas, d'ailleurs. Et comme il n'y a pas de représentante. Vous avez un peu la même... Emmanuel, je sens que vous allez vous faire embaucher. Je vois ça assez bien venir. Oui. Est-ce que vous avez des questions à poser Oui, alors, je vais vous faire passer un micro. Non ? Je vais tâcher de ne pas tomber. Où êtes-vous ? Voilà. Tout d'abord, bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure de différences culturelles et du rôle important que jouent les parents dans l'éducation des enfants. Alors, moi, je suis originaire d'Afrique. Je viens d'un milieu hautement intellectuel. Et j'ai vu mon père, universitaire, pousser sa femme, qui avait 7 enfants, qui était à la maison, la pousser à reprendre ses études. Donc, j'ai vu mon père aller chercher ma mère à la gare de Sarcelles par le train de 22 heures. Elle a pu avoir l'équivalent du bac. Elle a préparé une capacité en droit à l'université de Vincennes, qui n'existe plus maintenant. Et elle a pu ensuite faire une licence en lettres modernes. Donc, ma question est la suivante. Puisque vous parlez de différences culturelles, est-ce que le fait que les femmes subissent cette discrimination, est-ce que ce ne serait pas plutôt lié au fait de la peur que peut avoir l'homme de perdre son pouvoir lorsqu'il voit la femme évoluer professionnellement? Est-ce que ce ne serait pas plutôt lié à ça? Voilà. J'ai pas vu beaucoup d'hommes applaudir, mais... Oui, bon, Emmanuel, on va boire un verre. Moi, je vais répondre pour ma partie. Oui, je trouve que c'est une bonne question parce que ce risque existe. Il existe d'ailleurs pas que dans le domaine de la science, il existe aussi, à mon avis, dans le domaine politique, dans le domaine de la gestion des entreprises, etc. Il est, à mon avis, aussi cultivé et il y a des fois, on frôle un peu le ridicule. Parce qu'on va pousser des gens vers la sortie qui sont très compétents. Et encore une fois, je l'ai peut-être ressenti, mais moi je suis très axé sur la problématique de compétence des personnes et pas spécialement de savoir si c'est un homme, une femme, etc. Donc ce phénomène, il existe forcément. Moi personnellement, si j'avais une femme qui venait prendre un bout de mon métier, ça me rendrait bien service, ça me permettrait de faire d'autres choses, etc. Maintenant, est-ce que j'aurais eu la même réaction il y a 20 ans? C'est peut-être pas sûr non plus. Donc je pense qu'il faut aussi savoir que tout ça, ça se construit en fonction d'évolution. Donc la question... J'ai pas de réponse toute faite. Je crois que vous avez raison. Il y a ce risque est grand. Après, quand vous avez un homme qui se fait pousser ou une femme qui se fait pousser par un homme, parce que l'inverse existe aussi, on n'aime pas perdre son poste, quoi. Et le problème, c'est qu'on est dans une période où il y a pas, on va pas créer beaucoup de postes dans les années à venir, dans les différents domaines. Donc c'est fait que c'est un phénomène assez compliqué aujourd'hui à résoudre. Excusez-moi, il ne s'agit pas en fait de laisser la place à quelqu'un d'autre. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il s'agit simplement de laisser la femme évoluer dans les compétences qu'elle peut avoir. Ouais, il y a de la place pour tout le monde. Je ne suis pas complètement de votre avis. Parce que là où vous avez raison, c'est que moi je suis dans une entreprise où aujourd'hui on cherche à recruter 25 personnes et on ne trouve pas. Mais je pense on est aussi devant un débat qui est la personne qui est en poste, elle cherche à garder son poste parce qu'elle n'est pas sûre derrière d'en retrouver un autre. Et ce risque, il est, de façon inconsciente, vous l'avez quand même. Et c'est le problème le problème du challenge qu'on peut avoir. Et derrière, d'ailleurs, moi personnellement, en tant que chef d'entreprise, je considère que c'est des débats qui sont contre-performants au niveau de l'entreprise. Mais je pense qu'il existe. Voilà, si quelqu'un veut reprendre. Mais là, vous avez un avis sur la question? Oui, moi je veux bien dire quelque chose pour dire qu'effectivement, je crois qu'il ne faut pas nier, il ne faut pas être angélique. Hein. Il y a des phénomènes de concurrence très très forts. Déjà les hommes entre eux, bien sûr, mais quand on met des femmes en plus, alors là, ça devient encore plus compliqué pour eux et plus difficile parce que c'est logique d'être en concurrence avec d'autres hommes. Et pour un certain nombre, alors il ne faut pas faire de généralité, d'hommes, ce n'est pas logique d'être en concurrence avec les femmes. Alors, on voit par exemple dans le gros travail qu'avait fait Juliette Rennes sur tous les métiers, sur toutes les professions libérales,
comme pendant toute la Troisième République, disons. C'est-à-dire depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à 1940, oui, eh bien, on voit à ce moment-là où la question est est-ce que les femmes ont le droit, de faire de la médecine, de faire, etc. Et après, est-ce qu'elles peuvent passer tous les concours administratifs? Enfin, tout s'est posé. Toutes ces questions se sont posées, et à chaque fois, il y a toujours un homme qui dit de manière tout à fait cynique et honnête, on ne veut pas de concurrence. Donc, les femmes en moins, c'est toujours ça. La concurrence entre nous, c'est déjà dur, mais s'il y a les femmes en plus, alors c'est terrible. Regardez, vous avez un certain nombre de réseaux aujourd'hui, dits entre guillemets d'élite, de chefs d'entreprise, de scientifiques, etc., qui sont interdits aux femmes. Interdits. Vous n'avez pas de femmes dedans, et c'est une des conditions d'entrée, c'est d'être un homme. Donc ça existe encore aujourd'hui, je veux dire, dans certains milieux. Mais voilà, maintenant ça a évolué. Par exemple, le Rotary fait partie de ces clubs qui ont évolué. Mais il y a des choses. Oui, en fait, ça n'a pas été. Moi, je suis rotarienne. Hein. Ça n'a pas été évident au début. Et quand j'ai été membre fondateur d'un club à Lille, c'était en 2000. Ah oui, vous l'avez créé, c'était plus simple. C'était parce que justement, c'était une ouverture souhaitée aux femmes, et il fallait créer un nouveau club parce que le club dont ça émanait ne voulait pas de femmes. Mais c'est sûr que je pense que c'est important aussi que les femmes soient dans ces clubs où il y a des hommes et des femmes, parce que c'est justement ça qui va faire évoluer les choses. Hein. Bien sûr. Mais je disais tout à l'heure par plaisanterie, mais c'était à peine par plaisanterie à Claudine, de toute façon, les hommes, ils veulent qu'il y ait des femmes partout, sauf là où ils sont. Voilà qui est dit. Une autre question. Oui, bonjour. Je suis désolée, c'est plus des problèmes sociétals que des problèmes typiquement liés au niveau de la science. Vous avez parlé, en tant que femme, vous avez dit impression que cela retarde leurs travaux. Donc là, on est sur des travaux scientifiques. Vous avez aussi posé justement la question qui va rechercher les enfants par rapport aux réunions tardives. Moi, je reviens sur une question, c'est quel est le rôle du père? Parce que là, on parle du rôle de la mère. Et j'aimerais bien savoir, quand même, peut-être valoriser le rôle du père, même si notre société a un petit peu évolué. J'aimerais avoir votre réaction par rapport au rôle du père, quand même. Je voudrais aller un cran plus loin que madame. Ces pères, ils ont eu des mères avant. Qu'est-ce que leurs mères leur ont mis dans la tête comme rôle de l'homme? Mais qu'est-ce que leur père aussi leur a mis dans la tête? Quel est le rôle du père? Alors, vous, Emmanuel, vous disiez finalement, vous avez... Il n'est pas 18h. Vous avez des enfants à aller chercher? J'ai des enfants à aller chercher. Non. On va vous libérer. Ça fait plusieurs conférences que je fais sur ce sujet-là, et je suis toujours effaré. J'ai appelé des tas de mots, les plafonds de verre, les sols glissants, là, ou gluants. Bon, ces questions-là, elles sont toujours... le rôle pourquoi un couple? C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand on est... alors, je vais parler de mon cas personnel. Moi, mon rôle, je pense qu'il est justement, dans toutes les décisions qu'on peut prendre, d'être à la fois... d'avoir un rôle modérateur sur certaines décisions qui peuvent être prises, qui sont, quand vous n'êtes pas forcément là. Moi, ma femme a fait le choix, et ça a été son choix, à la naissance de notre 3e enfant, d'arrêter de travailler pour s'occuper de ses enfants. Ça a été son choix. Ensuite, elle a voulu reprendre des études, donc plus dans l'art, etc., ce qu'elle a fait. Et aujourd'hui, elle veut s'occuper d'une association. Je l'ai toujours encouragée à faire ce qu'elle voulait faire pour elle. Et je lui ai toujours dit, tu sais, si à un moment tu souhaites reprendre ton travail, il y a zéro problème, et on trouvera toujours des solutions pour régler ces problématiques-là. Après, moi, vis-à-vis de mes enfants, je pense que dans le rôle qu'on peut avoir, aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment d'être un des pieds équilibrant en fait les choses, et de façon à ce qu'on puisse être dans l'échange. Alors moi, j'ai la chance d'avoir 3 enfants qui ont plutôt bien réussi leurs études. J'ai jamais été dans la compétition, et j'ai des enfants qui sont arrivés avec un 11 et je leur ai dit c'est très bien, et des fois avec un 16 et je leur ai dit c'est pas bien, parce que tout est dans le jugement qu'on fait de la difficulté du travail qui est à effectuer. C'est-à-dire qu'on peut faire une très belle performance avec un 11 et une très mauvaise avec un 16. Donc c'est ça qui, à mon avis, est équilibrant. Après, je dois reconnaître qu'on a un monde privé, un monde professionnel et un monde associatif.
Et le vrai risque pour moi dans ce qu'on peut vivre en termes de couple, c'est le décalage de la vitesse en fait, entre laquelle on vit nous les choses et vit la personne qui vit à côté de vous. Vous passez plus de temps, moi je passe plus de temps au boulot que je le passe à la maison. Et donc à un moment, il peut se créer un décalage et c'est là où on doit faire extrêmement attention, à un moment à revenir sur les vraies valeurs, à passer du temps ensemble, à avoir des projets. Hein. C'est valable dans l'entreprise, mais c'est valable aussi dans la famille. Enfin, voilà comment moi je le vis. Là, c'est plus l'homme qui parle que le chef d'entreprise, mais c'est vrai que c'est comme ça que je vis la relation que j'ai par rapport à ça. Et j'espère que mes enfants et ma femme considèrent que j'ai un rôle important. Ou alors, je vais me poser la question ce soir quand même. Claudie Hermann. Oui, alors, bon, je ne vais pas tout à fait répondre à la question, mais je voudrais quand même dire que si nous arrivons à faire des carrières, ou nous avons réussi à faire des carrières scientifiques honorables, ou peut-être même encore plus qu'honorables, c'est parce qu'il y avait des hommes derrière aussi. Hein. Et moi, je suis mariée avec le même depuis 1969. Et quand j'ai été nommée professeure à l'école polytechnique, si j'ai pu être nommée alors que j'étais la première femme atteignant ce niveau, c'est parce qu'il y avait des hommes qui me poussaient derrière. Donc, évidemment, globalement, au plan statistique, il y a encore des gens qui ne veulent pas qu'on leur prenne la place. C'est normal, c'est humain. Mais il y a aussi des personnes sur lesquelles on peut s'appuyer qui permettent qu'on avance. Donc, c'est assez complexe. Hein. Et bon, après, il y a évidemment, au niveau familial, chacun optimise au mieux dans sa famille. Et on ne peut pas dire qu'il y ait un rôle de père et qu'il y ait un modèle de famille, mais il y a quand même de temps en temps une coopération entre les hommes et les femmes, il faut bien le dire. Hein. Dieu merci. Moi, je vais un peu jouer le rôle de la sociologue. Là. On a des enquêtes de budget temps de l'INSEE et finalement, ça ne change pas beaucoup. Hein. C'est-à-dire que la prise en charge du travail domestique, c'est encore 70% les femmes. Les enfants, les hommes s'en occupent un peu plus, on est autour de 60%. Mais enfin, si on regarde l'aide aux devoirs chaque jour, aller chercher les enfants à l'école, aller chez le médecin, etc., majoritairement, c'est quand même toujours les femmes. Il y a une dernière question, je crois, là-bas. Monsieur. Oui, c'était à peu près sur le même sujet que ma collègue a abordé. Le rôle du père, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de mariage forcé, enfin j'espère, et les femmes choisissent les hommes avec qui elles se mettent en ménage. Et on peut aussi choisir le père de ses enfants sur ce critère-là. C'est vrai qu'il a été évoqué tout à l'heure le fait que quand une femme avait un enfant, ça pouvait être un frein à sa vie professionnelle. Je ne vois pas, une fois que l'enfant est né, plus de raisons pour que la femme soit freinée dans sa carrière que l'homme, déjà. Et ça, c'est un choix qu'on fait au sein du couple. Et je crois que les schémas consistent à dire qu'on a été élevé dans un schéma donné. C'est bien joli, mais j'espère que l'école, et nous, professeurs en particulier, cherchons à cultiver la pensée autonome chez les gens, chez les jeunes qu'on a en responsabilité, et qu'il n'est quand même pas très difficile de remettre en cause des schémas familiaux qu'on a vécus pour faire ce qu'on a envie de faire. Donc ça, je dirais que la dissymétrie homme-femme, une fois que l'enfant est né, je pense que c'est quelque chose qui, au sein du couple même, se change assez facilement. Par contre, la vraie dissymétrie qui existe, c'est dans la grossesse, évidemment. Et j'avais une question à poser à M. Vasnex à ce sujet. C'est en tant que... Comment ? S'agissant de grossesse, justement. Non, mais en tant que chef d'entreprise qui recrute des femmes, c'est qu'évidemment, le gros problème classique, c'est une femme, une collaboratrice que vous embauchez sur, par exemple, un poste assez urgent, hein, parce qu'il y a un caractère d'urgence à travailler sur un aspect dans votre entreprise. Vous embauchez une femme, un mois après, elle vous dit qu'elle est enceinte et qu'elle va être absente pendant plusieurs mois, et forcément, ça va poser problème pour le développement de ce projet dans votre entreprise. Et comment vous arrivez, comment vous arrivez à concilier cette vraie contrainte objective qui n'est pas que culturelle, c'est-à-dire comment vous faites pour vous organiser en conséquence, et surtout est-ce que vous assumez les contraintes que ça génère, mais à fond, c'est-à-dire que la personne part, vous la remplacez momentanément et vous lui redonnez le même poste avec les mêmes responsabilités quand elle revient de son congé maternité. Il y a le code du travail. Et dans votre expérience avec d'autres chefs d'entreprise, quelle est la réalité de ce point de vue-là ? Alors, pour répondre d'abord sur la question de est-ce que la personne doit reprendre le même poste qu'elle a eu avant la grossesse, c'est aussi la loi.
Hein, donc aujourd'hui, c'est une obligation légale par rapport à ça. J'ai une anecdote à vous donner qui va vous résumer un petit peu la philosophie qu'on a là-dessus. On a une personne qui n'était pas dans les sciences, mais qui occupait un poste d'administration des ventes, qui s'appelle Nathalie. Et quand on l'a embauchée, une semaine après qu'on l'ait embauchée, elle m'a dit, elle est venue nous voir, elle m'a dit, voilà, je préfère être honnête avec vous, je suis enceinte. Et donc, je suis en période d'essai, donc je pense que vous allez pas me garder parce que je suis enceinte. Et je lui ai dit, mais attendez, être enceinte, c'est pas une maladie grave, d'abord, donc vous allez revenir en bonne santé, et puis c'est quand même un élément super, et donc vous allez partir enceinte, et vous allez revenir après. Et on l'a repris. Et ce jour-là, j'ai compris ce que pouvait être effectivement ce problème-là, dans des gens qui, à un moment, alors c'est pas une maladie honteuse, mais ça devient presque honteux de le dire, en disant, je suis enceinte, je vais déséquilibrer le travail, etc. Faut arrêter, je veux dire. Aujourd'hui, c'est pas une personne, elle peut quitter l'entreprise parce qu'elle est enceinte, elle peut aussi, excusez-moi du paradoxe, mais avoir un accident de voiture grave et être du jour au lendemain absente, et de toute façon, l'entreprise va continuer à tourner, va se développer. Donc là aussi, c'est plutôt une conception qu'on a, de dire, est-ce que finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle que d'avoir quelqu'un, parce que derrière, ça participe aussi à l'équilibre de vie, et la personne, si elle est bien et si elle est considérée, et si on prend ça en compte comme étant une bonne nouvelle, elle va plutôt essayer d'être performante avec son entreprise, et on est plutôt dans un cercle vertueux. Donc moi je crois, alors maintenant je ne suis pas dupe, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui il y a effectivement des gens, quand la personne vient annoncer voilà je suis enceinte, tu vas encore nous embêter avec ton truc pour pas dire un autre mot, etc. Bon, aujourd'hui je pense que là aussi les mentalités doivent évoluer. Ce que je peux vous dire c'est que j'ai pas mal participé à des actions sur le développement responsable, les choses bougent. Alors elles ne bougent pas à la vitesse que sûrement que vous le souhaiteriez, mais les choses bougent parce que finalement, là encore, moi j'aime bien ramener toujours, mais est-ce que la personne, elle est compétente? Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que le poste, elle tient bien son poste? Et quand vous répondez à ces questions-là, finalement le reste, vous trouvez toujours des solutions. Et je crois que c'est là, je parlais tout à l'heure de posture et de mentalité, et je pense qu'on est vraiment là, quoi. Qu'on est vraiment sur des choses qui doivent évoluer dans notre façon de faire. D'un côté, c'est comme les chefs d'entreprise qui se plaignent qu'ils n'ont pas de salariés. Quand on leur dit, allez dans les écoles, montrez vos entreprises développées, prenez des gens en troisième, des enfants en troisième pour leur montrer vos métiers, et puis les gens disent, ah non, c'est source d'emmerdement. On est là aussi dans le même cas. Je pense que ça fait partie de la vie. Bon, alors il y a des fois, c'est un peu compliqué quand vous avez 10 personnes et qu'il y en a 9 qui tombent enceintes. Ça pose des difficultés. Je ne vais pas vous dire que tout est simple. Mais après, ça se règle assez facilement, sans trop de problèmes. Il n'y a pas de gens qui sont hyper... Il n'y a que les cimetières qui sont importants. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non. Non, je trouve que c'est bien. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je voudrais frustrer personne. Oui. Une toute petite. Une remarque là, et puis après ça, je vois que l'heure tourne, on s'arrêtera. Une toute petite question qui n'appelle peut-être même pas de réponse, parce que peut-être qu'elle contient sa propre réponse, mais vous parliez du rôle du père et de la famille, de l'éducation. Le rôle de l'école, de ce point de vue-là, est peut-être aussi à regarder, parce que je ne sais pas si vous avez eu la même expérience que moi, mais quand j'allais récupérer, ou quand mon mari allait récupérer, ou etc., les enfants à l'école, c'était toujours à l'heure des mamans. Et oui, l'école est ainsi faite. Et l'école maternelle. Il y avait une remarque peut-être un peu en forme de boutade. Tout à l'heure, vous parliez des crèches qui étaient nécessaires. Mais tous, sur la scène, vous sembliez trouver qu'il était nécessaire d'avoir des crèches et que les femmes soient libérées à telle heure. Donc on retrouve ce qui a été dit par la personne tout à l'heure. On peut penser qu'un polytechnicien peut aussi bien aller chercher ses enfants qu'une polytechnicienne. L'autre remarque... c'était, là, en tant qu'enseignante, le regard des chefs d'établissement. Alors, bon, pour le malheur des chefs d'établissement, j'ai eu un certain nombre d'enfants. Pour l'un d'entre eux, donc j'ai toujours prévenu mes chefs d'établissement, pour un des enfants, le chef d'établissement m'a fait remarquer que ça ne justifiait absolument pas de laisser tomber une terminale qui venait de me confier, parce que les remplaçants, c'était fait pour ça. C'était un homme. Dans un autre cas, une chef d'établissement, dans un lycée assez prestigieux de la région parisienne, m'a regardée alors que j'étais à 2 mois de mon congé de maternité. Elle m'a dit « Madame, ça ne se voit pas », m'a interdit de le dire aux élèves. Et les élèves ont été prévenus 15 jours avant mon départ. Bon, j'avais de la chance, ça ne se voyait pas beaucoup, n'y croyez pas, et c'était la catastrophe nationale. Je pense que quand on regarde nos élèves, on peut être vigilant aussi à un certain nombre de choses. Et je suis en train de penser au groupe de TPE. On voit fonctionner, donc les TPE, c'est peut-être que vous ne savez pas exactement ce que c'est. C'est des petites recherches qui se font au niveau de la première. Donc des groupes d'élèves qui se mettent ensemble, garçons-filles.
la répartition des tâches est parfois assez intéressante parce que vous avez souligné tout à l'heure que souvent les filles sont plutôt en réussite. Alors les filles, on a bien qu'elles s'occupent du TPE parce que ça va rapporter une bonne note au groupe. Donc souvent elles sont chargées des recherches sur Internet, de rédiger, etc. Et puis quand il y a un petit peu de gestion de données à faire sur Excel, c'est bizarre, mais c'est plutôt le garçon qui va aller s'occuper d'Excel ou des choses informatisées. Et lorsqu'il y a des expériences aussi, je trouve, alors c'est peut-être simplement une impression, mais vous qui faites des statistiques, vous pouvez le confirmer, c'est plus souvent les garçons qui vont se retrouver à agir et à expérimenter, à se confronter au réel, comme on dit. Et peut-être que ça oriente un petit peu ce que vont devenir les jeunes filles après la terminale S, quand on se plaint qu'elles se tournent un petit peu des tâches scientifiques et des formations scientifiques. Parce qu'effectivement, même quand elles sont en réussite en première S, ce n'est pas les tâches spécifiquement scientifiques et de démarche scientifique qu'on leur confie. Est-ce que ça appelle un commentaire de votre part? Je peux faire un commentaire, oui. Effectivement, sur j'ai participé à un jury d'un mémoire qui concernait une école d'ingénieurs de la région parisienne. Et il s'agissait de grouper un certain nombre des élèves de l'école par petits groupes pour faire un projet qui éventuellement d'ailleurs pouvait après donner lieu à une start-up, etc. Bon, eh bien, la répartition des tâches entre les femmes, enfin les jeunes femmes et les jeunes hommes dans ces projets montrait bien que là aussi, comme par hasard, le chef de projet était en général un chef et pas une chef 2FE. 2FE. Oui. Une ultime question là-haut. Oui, je voudrais revenir sur l'image des sciences en relation avec les femmes. Les médias ont une part importante dans la médiation de la science auprès du public, et notamment des jeunes. C'est un miroir de la société. Quand on prend comme exemple des intervenants illustres qui viennent vulgariser la science, à qui pense-t-on quand on parle d'astronomie? Hubert Reeves. Quand on parle d'astrophysique, André Braic. Quand on parle d'archéologie, par exemple, André Clotte. Quand on parle de paléontologie, à qui pensez-vous? Coppens. Yves Coppens, évidemment. La question, c'est pourquoi il n'y a pas une parité à ce niveau-là aussi, dans les interventions, au niveau de la vulgarisation scientifique, qui permettrait de montrer à des filles que l'on peut atteindre des hauts niveaux tout en étant... que ce ne soit pas uniquement réservé aux hommes. Alors, je crois qu'il y a en ce moment... Je vais répondre à cette question. Ouais. Donc, effectivement, c'est toujours les mêmes experts qu'on sollicite dans les médias, parce que c'est des gens connus, on sait qu'ils parlent bien, qu'ils expliquent bien. Alors, France Télévisions s'est fait taper sur les doigts il y a environ 2-3 ans, après le rapport Grésy, parce qu'il y a eu une enquête statistique sur les experts scientifiques et dans les autres disciplines qui passaient à la télé, et c'était lamentable en ce qui concernait le pourcentage de femmes. Et le temps de parole aussi. Donc, notre association a fourni à France Télévisions une liste d'une 40aine de femmes expertes dans différentes sciences, prêtes à causer aux médias si c'était nécessaire. Ils ont commencé à faire un petit peu le travail en ce sens qu'ils les ont testées. Ils ont téléphoné à plusieurs personnes pour leur parler comme ça, pour savoir si ces dames bafouillaient ou pas et si on comprenait ce qu'elles racontaient. Et puis, il ne s'est absolument rien passé. Et tous les ans, le CSA sonne les cloches des grands médias pour leur dire que la représentation féminine est insuffisante, mais apparemment, les habitudes sont lentes à changer. Enfin, nous, de notre côté, on a fait ce qu'on pouvait pour produire des personnes qui pourraient éventuellement rééquilibrer la chose si les médias voulaient bien s'y mettre. Nous aussi, on a, au niveau de femmes ingénieures, pour Vox Femina, oui, on a transmis des listes d'expertes. Bon, je ne sais pas effectivement si elles ont vraiment... En tout cas, moi, j'en fais partie, je n'ai pas été sollicitée. Donc... Et je crois me souvenir tout de même que c'est une femme astronaute qui préside alors, on va dire un petit mot à propos de ce sujet. Donc, Claudie Aigneret, qui préside Univers Science, a fait faire une enquête à laquelle nos deux associations ont participé sur la présence des femmes et des hommes dans les panneaux des expositions qui étaient en cours à ce moment-là. Il y avait 9 expositions et un article scientifique a été fait récemment là-dessus. On s'est bien amusé. Alors, il y avait une exposition sur les Gaulois. Il y avait une seule femme dans toute l'exposition, dans une petite vidéo. Ils parlaient d'un squelette qu'ils avaient trouvé, qui avait les plis entravés. Donc c'était
une esclave, en fait, parce que c'était un squelette de femme. À part ça, dans toute l'exposition, pas une femme, aucune idée sur s'il y avait des bijoux. Il n'y avait pas d'enfants non plus. Les Gaulois n'avaient ni femme ni enfant. Le reste était très intéressant. Bon, il y avait une exposition sur les gènes, et avec les gènes, bon, il parlait de la reproduction, évidemment, et comment on fait un bout d'homme à partir d'homme au pluriel. Dans le truc, il n'y avait pas de femme non plus. Bon, tout était comme ça. Et du coup, il y a eu une prise de conscience à Universcience. Je ne sais pas si les dernières expositions ont été mieux de ce point de vue, mais là, vraiment, donc Claudie Ignoret a réuni tout son personnel et on était devant et on a raconté ça. Ils étaient scotchés sur leur chaise, hein, je dois dire. Merci à toutes les quatre, en tout cas, d'avoir participé à cette table ronde. Merci Emmanuel Basnex.